Intertexte. Anouk. Un podcast animé par Arthur Segar. Je suis trop content de prendre un café avec toi, enfin un thé, Anouk, pour parler de différents textes. Donc au moins 7 textes, mais qui tombent dans 7 catégories que tu as choisies. Donc les catégories, c'est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Voilà, donc ça, à partir de 7 catégories, on va discuter un peu de différents textes. Et donc, comme à chaque épisode, j'ai un petit jeu de cartes avec des citations sur chacune de ces cartes. Et donc, pour commencer, tu peux mélanger les cartes si tu veux, en tirer une et voir ce que ça t'inspire. Ouais. Je peux genre les mettre sur la table comme ça pour faire vraiment comme un jeu de tarot. Ouais. Et du coup, je vois quelle carte m'appelle. C'est ça. Oh! Le peu qu'on ait qui vaille vraiment, s'en réjouir vite et pas se tromper. Virginie Despentes, Teen Spirit. Si. Évidemment, fallait que je pioche Virginie Despentes. Alors, le peu qu'on ait qui vaille vraiment, s'en réjouir vite et pas se tromper. C'est quoi ce Teen Spirit d'ailleurs? Teen Spirit, c'est sur une adolescente, je crois qu'elle fait une fugue. Et il y a tout un truc avec un père d'adoption. Mais d'ailleurs, je crois que ça a été adapté en film avec Adèle Haenel, mais il y a bien longtemps. Ah oui? Avant que beaucoup de choses se passent. Ouais. Adèle Haenel a joué dans un film tiré de Virginie Despentes. Je crois. Après, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais il me semble que... Le combo lesbien fois 1000. Ah, ou alors, elle a passé le casting, elle n'a pas été un des deux. Soit elle joue dedans, soit elle a juste passé le casting et on l'a pas retenu. Mais... Pauvre petite Adèle. Ici le Arthur du montage pour un point fact-checking. Adèle Haenel ne joue pas dans Telle père, telle fille d'Olivier Deplat, un film de 2007 adapté du roman de Virginie Despentes, Teen Spirit. Mais j'ai quand même envoyé un message au réalisateur Olivier Deplat qui m'a gentiment répondu « Bonjour. Dans mon souvenir, le casting de Telle père, telle fille était effectivement en même temps que celui de Naissance des pieuvres, donc Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, avec la jeune Adèle Haenel, et je crois aussi avec la même directrice de casting. Nous disputions une actrice, Daisy Broom, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré ni vu des essais d'Adèle Haenel qui a possiblement repris le rôle de Daisy Broom. Voilà, le mystère demeure, mais peut-être Adèle Haenel a-t-elle raté Virginie Despentes pour mieux rencontrer Céline Sciamma. Mais revenons à cette phrase de Despentes. Oui, du coup, oui, c'est très Virginie Despentes, le peu qu'on ait qui vaille vraiment s'en réjouir vite et pas. Et d'ailleurs, justement, je crois que c'est un roman qui date de... Enfin bon, pour contextualiser, je ne vais pas non plus trop en parler, mais je crois que c'est un roman qui a été écrit genre en 2001. Et ça, c'est à la fin du roman, c'est genre quand les personnages y voient genre les tours jumelles qui s'effondrent et ils sont en mode, bon, on est ensemble. Et le peu qu'on ait qui vaille vraiment se réjouir vite et pas se tromper. Oui, bah il y a toujours... Enfin, je sais pas, je suis censée me dire ce que... Enfin, te dire ce que... Est-ce que ça te parle et qu'est-ce que ça te dit? Bah, moi, ça me rappelle l'écriture de Despentes en général. Enfin, cette idée de toujours tout dévorer d'un coup et... de... de vitesse, entre guillemets, et de brûler sa vie un peu le plus vite possible, etc. Et toujours dans une sorte de passion qui est... Enfin, qui, moi, me parle pas trop aussi. C'est pour ça que ce roman, moi, Enfin, j'aime bien Despentes parce que, aussi, parfois, j'ai l'impression qu'il faut que j'aime Despentes parce que c'est une des seules autrices queer françaises, tout ça. Mais moi, ça me parle pas tant. Et le peu qu'on ait qui va vraiment se réjouir vite et pas se tromper, c'est pas du tout... c'est pas ton attitude. Moi, je suis tout le contraire. Genre, je préfère prendre mon temps... réfléchir justement au fait on n'a pas un peu qui vaille vraiment, on a plus de choses, plus s'en réjouir, etc. Et pas se tromper, enfin aussi la pression de pas se tromper, enfin tout ça, c'est voilà. Mais c'est très très despentesque comme citation et c'est. Oh mais après c'est bien aussi, enfin mais c'est juste c'est pas trop moi quoi. Ouais, on peut se tromper dans la vie. Bah oui.
Sinon, si t'as juste peur de pas te tromper pour choisir des trucs qui te plaisent et tout, enfin, tu restes coincé, tu restes dans l'attente d'avoir une passion qui va arriver sur toi et qui va tout dévorer, etc. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, pour moi, c'est le contraire, en fait. C'est genre essayer plein de trucs, pas trop avoir de pression là-dessus et les apprécier, mais de façon plus posée, plutôt que de faire des road trips en brûlant tout sur ton passage. Enfin, c'est bien aussi, hein, mais c'est juste c'est pas mon truc. On va se poser et on va parler de différentes catégories. Oui, tu vois, moi, mes catégories, ça va plutôt être des trucs chill. C'est très bien, le chill, et se poser. Après, le peu qu'on est qui vaille vraiment, peut-être c'est aussi justement le chill. Je suis pas sûr de cette phrase du tout. Ouais, c'est possible, hein. Mais le truc, c'est s'en réjouir vite aussi, tu vois. C'est pas si... S'en réjouir vite parce que ça peut finir, quoi, je pense. À chaque moment, ça peut être le dernier. Et peut-être que justement, parce que ça, du coup, c'est lié à une catastrophe, et peut-être que l'espèce de catastrophe qu'on vit en ce moment, ça rappelle aussi que il faut s'en réjouir vite, pas dans le sens se précipiter et tout brûler, mais attention, tu vois, si ça se trouve, ça finit vite aussi, quoi. Oui, mais du coup, c'est plus... comment dire ? Pour moi, ça implique quand même une certaine pression, parce que... Justement, t'es dans ce truc de c'est la merde autour de toi, il faut quand même que tu trouves un truc pour te réjouir. Pas forcément. Et ouais, tu disais c'était genre en voyant les tours jumelles qui tombent, mais justement t'as aussi le droit de te poser et de dire merde, c'est la merde, et pas obligé de trouver le peu qui vaille vraiment, tu vois. Ouais. Parce que t'as aussi ce truc, cette pression de trouver quelque chose qui vaille vraiment, qui va être... toujours mettre en avant et tout, et pas forcément, tu vois, tu peux aussi juste apprécier en général ce qui se passe autour de toi. Je sais pas. Je suis pas spécialement convaincue par ce que je dis non plus. Mais Non mais ouais, t'inquiète, on va pas se mettre la pression en répondant à ces différentes questions. On est dimanche après-midi, on boit un thé. C'est ça. Et on va commencer tout doucement. Alors Anouk, c'est quoi le dernier texte que t'as trouvé vraiment beau ? Alors du coup, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est une de mes auteurices préférées qui s'appelle Becky Chambers, qui est une personne queer non-binaire états-unienne et qui écrit de la science-fiction. Et qui écrit de la science-fiction contemplative. Donc on revient sur ce truc de chill et de pas se prendre la tête et tout. Et en fait, Yel a tendance à vraiment écrire des utopies ou juste des moments de vie, mais du coup dans une sorte de futur plus ou moins utopique, la plupart du temps un peu utopique, où ces personnages juste se posent des questions sur la vie, sur la société, etc. Et c'est trop bien. Et donc plus particulièrement, le texte auquel j'avais pensé, c'est A Psalm for the Wild Built. Donc une traduction française approximative, ce serait genre un psaume pour les constructions sauvages, enfin la construction, les trucs dans la sauvage, enfin je sais pas trop comment traduire ça. Et c'est une grosse nouvelle, enfin tu sais en anglais les novellas qui font genre 150 pages, je sais pas trop ce que c'est en français, qui se passe du coup donc sur une terre potentiellement dans le futur où les humains ont eu des robots qui sont devenus, qui ont pris une conscience et qui ont refusé de continuer à servir les humains et qui sont partis dans la nature, enfin dans le wilderness. Et du coup, les humains ont dû trouver plein d'autres solutions pour pallier les problèmes climatiques, etc. Enfin, les problèmes, tout ça. Et du coup, donc tout ça pour le personnage principal. Donc c'est une personne non binaire aussi qui s'appelle Dex,
qui est monk, mais du coup je sais pas comment est-ce que tu dis un moine ou une nonne non binaire, et qui d'abord travaille dans un truc où Yale s'occupe d'un jardin d'une abbaye, quoi. Et finalement il a une sorte de Wanderlust et Yale décide de partir et de devenir tea monk. C'est-à-dire qu'en gros, Yale a une sorte de petite carriole avec une sorte de petit salon avec du thé, etc. Et son travail, c'est une sorte de mix entre salon de thé et une sorte de psy, en fait. Il va de village en village sur sa petite carriole électrique où Yale pédale, tu vois. Et de village en village, comme ça, il met en place son petit salon. Il y a des gens qui viennent là y voir, qui parlent de leurs problèmes, il leur donne une tasse de thé, ou des trucs comme ça. Et juste, voilà. Et ça, c'est son taf. Et en fait, au bout d'un moment, Yale a vraiment une Wanderlust, dans le sens où Yale veut vraiment partir voir la nature sauvage. Et en fait, tout son truc, c'est Yale veut écouter le son des criquets. Et du coup, Yale va finir par partir à l'aventure et rencontrer un robot qui sort de nulle part et qui vient lui poser la question de quoi ont besoin les humains. Et voilà. Et donc à partir de là, c'est vraiment genre une discussion entre les deux, entre donc cette personne qui vit dans une société un peu utopique, mais qui a quand même une sorte de semi-dépression, qui veut partir un peu partout, découvrir le son des criquets. Le robot qui est aussi dans la contemplation de la nature et qui juste pose des questions sur est-ce que les humains ont encore besoin de nous, comment est-ce que ça se passe, etc. Et c'est trop bien. Donc déjà parce que c'est vraiment un truc, ça pose plein de questions qui normalement peuvent te déprimer, mais c'est d'une façon qui est faite où juste tu vois la beauté potentielle du monde et genre tout ce qu'on pourrait faire de trop bien. Et même dans cette société, ça peut être pas bien, etc. Enfin, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir toujours des choses qui vont pas. Mais ça aide, enfin, je sais pas comment dire, mais disons que malgré ces potentiels problèmes, il y a toujours cette lueur d'espoir et genre juste, c'est hyper calme et c'est tellement reposant et tu lis ce truc et t'as l'impression d'avoir fait 20 000 heures de méditation et tu sors et t'as refoi dans le monde et enfin bref. Donc tous les livres de Becky Chambers me font un peu ça, mais ça vraiment genre j'étais... En plus j'adore le thé donc... Donc voilà. Voilà, c'était ça le texte qui m'était venu à l'esprit le premier quand tu m'avais parlé d'un truc que je trouvais beau, quoi. Et de quoi il parle, par exemple, le robot et la moine ? En fait, le robot essaie de comprendre la société humaine. Et du coup, des trucs du style... mais du coup, est-ce que tous les humains sont heureux ? Comment est-ce que ça se passe ? En gros, ils essaient aussi... Enfin, les deux essaient de comprendre l'autre. Parce que les robots sont partis dans la nature. Et par exemple, le robot s'appelle... Moss Speckled, je sais plus quoi. Enfin, il a un nom de champignon parce que il a passé toute sa vie, donc genre des milliers d'années, à l'étude de ces champignons spécifiques. Et en fait, tous les robots ont ce truc de, en fait, juste ils se posent dans une cave pendant des années et ils regardent les trucs pousser. Et du coup, il y a ce truc de la moine essaie de comprendre le robot essaie de comprendre les humains. Et comme ils ont des façons totalement différentes de penser, etc., du coup, le robot, il comprend pas très bien quand la moine lui dit « Ah oui, il y a quand même quelques problèmes par rapport à, je sais pas, genre juste la santé mentale ou des trucs comme ça. » Et le robot est en mode « Mais pourquoi tu peux pas te poser, regarder un champignon pendant des heures, quoi ?» Et tu vois, je sais pas, il y a vraiment... C'est vraiment un truc un peu... C'est vraiment, genre Becky Chambers, c'est de la SF contemplative, mais genre tout le temps. Et là, c'est particulièrement contemplatif parce qu'il ne se passe rien. Mais c'est quand même trop bien.
Et t'aimerais bien, toi, te poser, regarder un champignon pendant des heures? Non, non, non. Non, un champignon, non. Mais franchement, la dernière fois, j'étais dans le jardin de ma mère. Et genre, j'étais juste au soleil et je regardais un bourdon sur une fleur qui butinait et tout. Et je sais pas, genre pendant 20 minutes, j'étais comme ça. Et après, j'avais l'impression d'avoir fait un truc incroyable. Non, mais tu sais, genre, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop l'habitude de juste se poser et de... J'ai l'impression d'être un gourou de yoga quand je dis ça. Qu'on n'a pas l'habitude de se poser et de juste profiter de ce qu'il y a autour. Et surtout quand tu habites dans une grande ville ou un truc comme ça, tu vas pas te poser et regarder l'embouteillage qu'il y a là où les voitures font nimp en plus. Enfin, c'est pas très relaxant, tu vois. Ouais. Alors que, je sais pas. Et aussi avec le confinement, je me suis rendu compte que on a eu beaucoup moins de rapport avec la nature et c'est vraiment bête. Enfin, ça paraît simple comme ça, mais genre juste te poser 2 heures dans un jardin, en vrai, ça te... Enfin, moi, ça me recharge de ouf, en fait. Et ouais, regarder... Bon, un champignon poussé, c'est quand même... c'est long. Mais juste des oiseaux ou des insectes, des trucs comme ça. Et pour peu qu'il fasse beau, en plus, enfin... Ça peut te relaxer énormément et juste te recharger tes batteries, quoi. Tu vois. Totalement l'inverse des dépenses. C'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour pour toi? Oui, alors en vrai, c'est un peu ambigu comme question parce que tu parles de quoi? D'amour, de chagrin d'amour, d'amour déçu, d'amour justement passionné, d'amour quoi? D'amour amoureux, d'amour filial, d'amour... Ben justement, ce qui est intéressant, c'est comment chaque personne comprend la question. C'est vrai que je dis pas amour romantique, donc c'est pas forcément ça. Beaucoup de gens le prennent comme ça, mais c'est pas forcément ça. Donc toi, donc voilà, pour toi, quel amour et quel est le texte qui en parle le mieux? Bah du coup, quand tu m'avais fait la petite pré-question, le premier amour auquel j'avais pensé, c'était l'amour romantique. Et du coup, pas un amour romantique déçu, mais plutôt un amour romantique blossoming. Du coup, j'avais pensé évidemment à des textes de Taylor Swift parce que je suis dans une période où j'écoute beaucoup de Taylor Swift. Et j'avais mis quoi déjà? Je crois que j'avais mis Daylight, qui est dans son album qui s'appelle Lover. Donc déjà, on entre dans le sujet. Et en gros, c'est un album où vraiment, enfin, je sais pas si tu connais Taylor Swift ou pas. Je connais un petit peu, après les différents albums, je pourrais pas te dire précisément, mais... En gros, enfin, elle a plusieurs airs, entre guillemets. Et son air Lover, c'est vraiment son air où elle a commencé à vraiment parler d'amour, mais d'amour pas déçu, on va dire. De la meilleure façon, entre guillemets, de toutes ses chansons, enfin selon moi en tout cas. Et aussi parce que c'est le moment dans sa vie où elle a commencé à se poser et tout, enfin bref. Ouais, parce qu'avant ça, elle avait un peu cette image de la meuf qui fait des chansons sur ses ruptures, etc. Et là, elle est passée à une phase plus solaire. Ouais, bah disons cette image aussi, enfin... c'était une image qui n'était pas forcément... pas plus méritée que d'autres artistes, et on l'a grave... bref. Oui, bien sûr, c'est aussi la misogynie patriarcale. Oui. Tout ça. Mais du coup, oui, Lover, c'est vraiment son truc de la maturité amoureuse, on va dire. Et ça se ressent vraiment dans ses textes. Et bah, sa chanson Lover, elle est trop bien aussi. Mais en tant que texte, je dirais que juste les textes, ce serait Daylight la meilleure pour parler de ça. Parce que ça reprend un peu... Enfin, elle a toujours dans ses chansons beaucoup de trucs où elle associe typiquement des couleurs à des sentiments. C'est une synesthésie, c'est ça? Un truc comme ça, ouais. Et du coup, elle... par exemple, dans son album qui s'appelle Red, il y a une chanson qui s'appelle Red, et elle dit genre... Red, c'est la couleur de l'amour, etc. Mais c'est plus une sorte de passion. Et en gros, dans sa chanson Daylight, elle revient un peu là-dessus et elle est plus en mode genre je pensais que l'amour c'était en black and white, et en fait non, c'est une sorte de golden et un halo un peu, tu vois, qui vient. Et pendant toute la chanson, en fait, le thème c'est vraiment le truc... elle était
enfin, c'est un thème un peu classique, genre I was in a 20-year dark night and now I see daylight, tu vois. Enfin, genre, elle était dans la nuit, maintenant elle voit le jour. Mais c'est certes un peu classique, mais genre, moi je trouve que c'est bien fait. Parce que tu sens vraiment ce truc de la personne avec qui je suis me donne une sorte de contentement qui est pas genre une couleur vraiment passionnelle et forte, etc. Mais c'est plus donc une sorte de halo doré. Et en plus, on n'est plus dans ce qu'elle était un peu avant, où encore une fois, c'était black and white. Et maintenant, elle voit plus les nuances et tout, et du coup, ça se ressent aussi dans sa chanson et tout. Enfin, bref, je suis un tout petit peu fan de Taylor Swift. Il paraît que son dernier, il est vachement bien aussi, son dernier album. Evermore ou Folklore? Le tout dernier, on me l'a conseillé. En fait, le truc, c'est que le tout dernier qu'elle a sorti, c'est le tout dernier, c'est des reprises, c'est ça, de ses... Donc c'est peut-être le dernier d'avant qui était bien. Ces deux derniers, c'est des réenregistrements de ses albums d'avant qu'elle réenregistre pour avoir les droits sur sa musique, parce qu'il y a eu des gros bails avec sa maison de production et tout. Et ce qui est aussi trop bien pour une artiste de faire ça, parce que ça a un peu genre révolutionné le monde de la musique. Mais il est vraiment bien son réenregistrement de Red, en plus parce qu'il y a plein de nouvelles chansons qu'elle n'avait pas released quand elle a fait l'album et qui ont été mis dans ce nouvel album. Et son dernier avant ça, c'était Evermore. Et c'est un album qui allait avec celui d'avant qui s'appelle Folklore. Et c'est des trucs qu'elle a écrits pendant le confinement. Et c'est beaucoup plus, pour le coup, sa musique, en général, c'est toujours un peu autobiographique. Et là, elle est vraiment partie dans un truc beaucoup plus narratif, où elle raconte des histoires qu'elle raconte très bien d'ailleurs. et oui, je te conseille de les écouter les deux, surtout parce que je pense que c'est une bonne introduction à sa musique, ces deux albums. Parce qu'en vrai, tu retrouves ça dans tous ses autres albums, mais c'est un peu genre plus là. Et du coup, si t'aimes ça, après tu peux écouter le reste. Et devenir Swiftie. Et aussi ce que tu as dit sur cette espèce de halo doré, un peu calme, tranquille, par opposition à quelque chose de plus passionnel et de plus violent. Ça me fait un peu penser à ce que tu disais juste avant sur la violence de dépendre versus quelque chose de plus posé, tranquille. Et est-ce que c'est aussi quelque chose que tu appliques à l'amour est-ce que tu préfères aussi quelque chose d'un peu plus posé que quelque chose de plus passionné? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu valorises plus, le fait de pouvoir te poser plutôt que d'être dans quelque chose de Red? Ah non, moi je suis plutôt Golden Halo que Red. Non, bah oui, déjà c'est plus sain, je trouve, que d'avoir cette possibilité de te poser, de pouvoir juste profiter de la présence d'une personne plutôt que d'avoir des passions et de... J'ai l'impression d'être, tu sais, genre, les gens puritains qui sont là, genre, la passion, c'est mal. C'est pas du tout ça que... Non, c'est pas mal, mais c'est fatigant parfois. C'est très fatigant, surtout dans cette période d'hiver grisâtre. Non, c'est bien d'avoir juste quelqu'un avec qui tu peux t'asseoir et rien dire et... Regarder un champignon pousser. Exactement. Et une abeille butinée, et voilà. Non, je suis plus pro ça. Enfin, pour moi, en fait, c'est juste que c'est plus... Tu construis plus quelque chose qui est susceptible de durer dans le temps quand tu fais ça, plutôt que quand tu veux vraiment quelque chose de raide, quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette chanson, c'est parce que on voit vraiment l'évolution de ce qu'elle pense aussi. Et comme c'est mon évolution, ça me parle beaucoup. Donc, ouais. Ouais, quand on vieillit un peu, on apprend à se poser. Ah mais je pense que c'est grave ça aussi. Hein. Enfin, j'ai plus l'énergie de ma jeunesse. Tu as quel âge, rappelle-moi? J'ai 26 ans. Non mais, enfin, tu sais, t'as des trucs, tu les fais quand t'as 18 ans, tu les fais plus après. Enfin, je sais pas si c'est aussi parce qu'on a eu notre jeunesse qui a été coupée par 2 ans où on ne pouvait plus rien faire et du coup là, genre la flemme de sortir tout le week-end, la flemme d'aller, la flemme.
Enfin, la flemme et pas l'énergie surtout. Enfin, c'est, Ouais, ça prend beaucoup. Enfin, je souscris à 100% à ce que tu dis. Mais c'est bien parce qu'on a commencé par un truc qui était en porte-à-faux avec tout ce que je vais dire maintenant. Ouais, c'est ça aussi qui est intéressant. On n'est pas obligé d'être d'accord avec des pentes. Ouais. Mais je l'aime bien, hein. Ouais, moi aussi. Ouais, non, t'inquiète. Bref. Ouais. Et sinon, aussi parce que du coup, j'avais aussi pensé à un autre texte parce que. Ouais. Toujours science-fiction, ceci. Ça s'appelle This is how you lose the time war. Donc, c'est comme ça que tu perds la guerre du temps, je dirais. De Amal El-Motar. Et c'est pareil, je crois que c'est une novella. Enfin, c'est un truc assez court. Peut-être un petit roman, je sais pas, genre 200 pages, 250, je sais pas. Bref, et en gros, c'est assez aussi conceptuel, mais c'est une sorte, pareil, un peu dans le futur, où je sais pas trop, dans un univers parallèle, science-fiction. Où il y a deux factions qui sont en guerre l'une contre l'autre et qui envoient donc 2 espionnes dans le temps. Et il y en a une qui s'appelle Red et une qui s'appelle Blue. Ah, intéressant, il y a encore les couleurs qui reviennent. Si. Toute la symbolique des couleurs se retrouvera partout. Et c'est un peu, en fait, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu genre la nature et la technologie, les deux factions. Mais c'est un peu plus subtil que ça, mais voilà. Et en gros, les 2 espionnes doivent remontent le temps pour essayer de gagner la guerre du temps et en gros d'être la personne qui va effacer la branche de l'autre. Parce qu'en gros, il y a 2 branches potentielles dans le futur et tout le monde remonte le temps pour être sûr que c'est sa branche qui va exister et pas l'autre. Bref, et en gros, elles commencent toutes les 2 à s'écrire des lettres, donc qui sont cachées de façon assez bizarre et assez folle en même temps. Par exemple, il y en a une qui l'écrit dans les ronds des arbres, comment ça s'appelle L'écorce. Non. Les troncs. Les troncs des arbres, mais genre les stries, tu vois. Ouais. Et du coup, elle écrit sa lettre pendant 50 ans sur les stries. Qui ensuite, tu peux la lire que si tu coupes si tu coupes l'arbre et que tu lis les stries des arbres. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et en gros, c'est une sorte de roman un peu épistolaire où les 2 espionnes, donc de chaque faction différente, vont finir par tomber plus ou moins rapidement amoureuses l'une de l'autre. Et voilà. Et c'est trop bien aussi. C'est trop beau. Et du coup, c'est aussi un amour qui se construit dans le temps, qui prend le temps de se construire. Qui prend le temps de se construire parce que aussi c'est un peu bizarre parce qu'elles remontent le temps et elles peuvent pas se parler directement parce qu'elles sont surveillées par les 2 factions, etc. Et du coup c'est vraiment cette idée de trouver les moyens les plus ingénieux possibles et oui, et elles ont des contacts parfois une fois tous les 50 ans comme ça. Et c'est vraiment des lettres d'amour en fait. Du coup finalement, ça commence, elles se connaissent, etc. Et puis ça finit par être des trucs... Voilà, et c'est vachement bien aussi. Much recommend. Un texte qui provoque la réflexion. Il y en a plein. Non, mais surtout, j'en lis tout le temps, quoi. Je t'avais dit quoi quand je t'avais envoyé le truc ? Je sais plus. Ah bah, ça me poursuit. Ah oui. Queer Zone. Mais je saurais pas trop quoi dire dessus, sinon, si ce n'est lisez-le, s'il vous plaît. Ouais, les trucs que je dis pour mes thèses. Je crois que j'avais dit Poe de Dorothy Allison, qui est un recueil d'essais qu'elle a écrit dans les années, pendant toute sa vie, je crois. Qui est pas mal, qui réfléchit vachement à la classe, à la place de la classe dans les milieux lesbiens new-yorkais, au genre aussi dans les relations lesbiennes, le fait de remettre des dynamiques plus ou moins genrées. Elle parle aussi un peu de BDSM et tout. Et le fait que c'était pas forcément bien vu à l'époque et qu'on l'accusait de trahir la cause, etc. Enfin bref, il y a pas mal de réflexions là-dessus qui étaient intéressantes. Sinon quoi d'autre, je sais pas. Qu'est-ce que je lis en ce moment d'essais ?
Ouais, j'ai que des trucs pour ma thèse. Des trucs d'histoire, genre... Mais du coup, en termes de théorie, la théorie queer et lesbienne, c'est ce qui provoque le plus la réflexion chez toi? Bah, c'est surtout ce que je lis, en fait. Ouais. Enfin, je lis pas trop d'autres choses. Ouais. Enfin, j'essaie de lire aussi des trucs... genre, qui réfléchissent plus à la question de la race et tout. Mais... Enfin, c'est pas que ça provoque moins de réflexion, c'est juste que j'essaie plus d'apprendre des choses plutôt que de réfléchir. Enfin, si, réfléchir dessus aussi, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est pas. Enfin, ça me pose moins de questions. Enfin, ça me pose plus des questions par rapport à moi-même que par rapport au texte en lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, je sais pas ce qui te fait réfléchir par rapport à quoi, par rapport à ce que tu penses du texte, par rapport à toi. Pareil, hein, c'est vraiment ouvert à l'interprétation. Donc, qui fait réfléchir. Et en plus, c'est qu'il provoque la réflexion. Donc, si ça se trouve, le texte, c'est juste l'étincelle, et ensuite, tu vas réfléchir ensuite sur le texte. Et voilà. Mais après, tout ce que tu lis, ça provoque un peu ta réflexion. Ouais. Enfin, je pense. oui, genre tu lis un roman, ça provoque une réflexion. Si ce n'est pour savoir si tu l'as aimé ou pas. Après, oui, du coup, moi j'étais partie direct sur des trucs politiques et tout, mais ouais. Bah, en soi, tout provoque la réflexion, sinon on parlerait pas pendant je ne sais pas combien de temps de chill et de toutes les catégories. Non, je sais pas qui provoque la réflexion. En vrai, du coup, tout provoque la réflexion. Non, mais peut-être pour revenir sur les textes queer et lesbiens, etc. Enfin, moi aussi, ça fait partie des textes qui provoquent le plus la réflexion chez moi, mais aussi parce que du coup, ça me permet de déconstruire des choses ou de me rendre compte de certaines choses qui sont tellement ancrées que tu les remarques même plus. Et toi, c'est quoi la dernière chose que tu as remarqué, que ces textes-là ont pu te faire remarquer, que tu n'avais pas forcément remarqué avant, enfin s'il y en a? Après, je sais pas si tu as le même rapport que moi. Bah, moi, du coup, moi, j'ai plus un rapport théorique et ça va plus me faire remarquer. Parler de ma thèse. Typiquement, je pense que le truc où ça m'a plus posé question, disons, je pense que c'est un truc de Boursier, où quand il disait, je sais plus dans lequel c'était, mais quand il parlait, en gros, je travaille pas mal sur l'histoire, et dans l'histoire à laquelle je m'intéresse, il y a des personnes qui vont qui vont mettre des habits qui sont pas assignés à leur genre normalement entre guillemets. Et personne ne sait trop quoi faire de ces personnes parce que on est au XVIIIe siècle et que la notion de genre est assez différente, etc. Et le truc qu'il avait écrit qui me posait question, qui m'a interpellée, qui m'a aussi fait réfléchir à tout ça, c'était que lui, il disait que ce serait plus intéressant de parler d'un spectre, entre guillemets, de pratiques transgenres pour parler de tout ça, plutôt que de dire, plutôt que d'essayer de s'en mêler les pinceaux, à savoir est-ce que les personnes trans pouvaient exister, etc. Et juste dire, bah oui, c'est un spectre de pratiques trans, parce que c'est quelque chose qui existait à cette époque-là, qui existe aujourd'hui, qui n'a pas forcément exactement la même signification, mais dans laquelle on peut se retrouver. Et du coup, c'est ça qui m'avait fait réfléchir là-dessus. Et du coup, essayer de sortir de ce truc où il faut toujours essayer de retrouver les mêmes catégories exactement aujourd'hui et au XVIIIe siècle, alors que c'est pas possible. Et voir que tu peux avoir des échos du présent dans le passé et que de toute façon, l'histoire c'est un peu ça, c'est retrouver des échos du présent dans le passé. Et tu pourras jamais arriver à la vérité du passé parce que ça n'est pas possible malheureusement. Et du coup, juste accepter ça et aussi le voir d'une façon peut-être plus politique et et le voir aussi d'une façon qui permettrait de voir les personnes trans dans l'histoire aussi, quoi.
et de pas se prendre la tête sur tout ça. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit? Alors, ça je me souviens. Parce que sur le coup j'étais là genre tout ce que je lis que j'aime bien. Mais plus particulièrement, un truc que j'ai lu il y a pas longtemps, qui s'appelle Hamnet, qui a été écrit par Maggie O'Farrell, je crois, et qui en gros raconte, enfin c'est un roman historique. Et d'habitude, genre les romans historiques c'est vraiment pas trop mon truc parce que, enfin bon, c'est pas toujours très bien fait et j'ai tendance à faire non mais c'est n'importe quoi et être juste happée par les petits détails qui vont pas et pas faire attention à l'histoire. Les réflexes d'historienne qui ressortent. Ouais, voilà. Mais là, franchement, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et en gros, ça raconte l'histoire du fils de Shakespeare, qui s'appelle Hamnet, et de sa sœur jumelle, Judith, et surtout de leur mère. Donc, la plupart des historiens l'appellent Anne Hathaway, mais dans le texte, elle s'appelle Agnès, parce qu'en gros, je crois que il y a une pièce du testament de son père qui l'appelle Agnès, enfin bon, bref. Et du coup, c'est l'histoire de Agnès, donc Anne Hathaway ou quoi que ce soit, et de ses enfants. Et on voit un peu son mari, mais le truc qui est incroyable dans ce roman, c'est que jamais... c'est le seul personnage qui n'est jamais nommé. Genre, il s'appelle pas William, il s'appelle pas Shakespeare, on ne voit jamais ni son nom de famille, ni son prénom. Et genre, juste déjà, le concept comme ça, j'étais là genre, oh, c'est trop bien, genre... Elle a retourné tout le truc de l'histoire où tu vois que... où les seules personnes qui sont nommées, ça va être Shakespeare, et tu vas voir Shakespeare et sa femme, et t'auras jamais le nom de sa femme, ou t'auras jamais le nom de ses enfants, ou tu vas jamais avoir le nom des gens qui sont autour de ces grands personnages, entre guillemets. Et du coup, t'as vraiment un retournement de ce truc qui est incroyable. Et après, en soi, genre le roman est vraiment bien fait et il y a toute une réflexion sur le deuil, comment est-ce que tu fais face à la perte d'un enfant, etc. Parce que, enfin, c'est pas un spoiler, mais en fait, Hamnet meurt à genre 11 ou 12 ans de la peste. Et voilà, et du coup, comment est-ce que Agnès fait pour faire face à ça? Comment est-ce que toute sa famille fait pour faire face à ça? Et voilà. Et Shakespeare, genre 2 ans plus tard, écrit Hamlet, qui est en fait le même nom à l'époque. Enfin, la lettre qui change, ça change pas grand-chose. Et voilà, aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour Agnès que son mari utilise le nom de son fils pour écrire une pièce de théâtre? Qu'est-ce que ça veut dire pour tout ça, etc. Et ça reste un roman de la fiction totale parce que on n'a pas beaucoup de sources sur Anne Hathaway, etc. Mais c'est vraiment très bien fait. Et c'est c'est un truc qui m'enthousiasme extrêmement et c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi, tu vois, de mettre la lumière sur des gens dont on parle pas ou des gens dont on parle mais d'une façon qui les met au second plan. Voilà. Dans ma thèse. Et donc dans tes propres pratiques d'écriture, tu fais ça dans ta thèse? C'est le but. C'est pas forcément toujours facile à faire parce que la majorité de mes sources, c'est des sources de mecs qui regardent des lesbiennes de haut et qui disent ah. mais c'est le but, c'est ce que j'aimerais bien faire et mettre en valeur des gens qui sont oubliés par l'histoire et qui n'existent pas selon certains historiens qui disent que c'est pas possible de faire l'histoire des lesbiennes parce qu'il n'y a pas assez de sources, que c'est pas possible de faire ça parce que on pourra jamais y arriver, etc. Et moi mon but c'est de dire non, c'est faux, il suffit d'avoir un peu de créativité, beaucoup de volonté et beaucoup de chance aussi, mais que c'est possible et qu'on peut quand même avoir une idée de ce que ça voulait dire d'être une lesbienne au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et qu'on peut faire l'histoire de gens qui ne sont pas forcément des Napoléons ou d'autres gens et que c'est bien de les mettre en valeur parce que ça permet de voir que on a toujours existé, quoi. Voilà. Donc oui. Donc quand j'ai lu ce livre, j'étais vraiment genre wouh.
Et tu penses que la littérature, par exemple ici le roman historique, ça peut être un outil pour faire ça? Bah, typiquement, oui, parce que, encore une fois, c'est vraiment bien fait, son livre, le livre de Maggie O'Farrell. Et donc là, typiquement, c'est un très bon exemple. Ça peut être plus ou moins réussi, puisque j'ai lu des romans historiques où, justement, ils essaient de faire ça, mais bon, c'était plus ou moins réussi. Ça peut plus ou moins bien marcher. Ouais, je sais pas. Et ça tient à quoi? Ça tient à la précision historique, justement, des sources, le rapport... ouais. Enfin, c'est pas tant la précision historique des sources, parce que je pense que tu peux prendre des libertés par rapport à tes sources. C'est plutôt le feeling que t'as par rapport à l'époque et les personnages. Genre, tu peux pas prendre quelqu'un du 21e siècle et juste le foutre au 18e siècle, parce que t'as vraiment une différence de pensée et de cadre de pensée et tout ce que tu veux qui est pas... Enfin, tu peux pas transposer quelqu'un du 21e siècle au 18e siècle. Et il y a des auteurs, des autrices qui le font. Ouais. Et juste, du coup, c'est trop bizarre. Enfin, t'as cette personne qui est un adolescent du 21e siècle qui se retrouve à faire des trucs improbables en plus. C'était là, mais c'est pas... Ouais, c'est plutôt ça. Je pense que tu peux écrire des romans historiques sur, encore une fois, des personnes queer. Mais il faut... c'est pas qu'il faut pas, mais à mon avis, essayer de juste prendre des personnes queer d'aujourd'hui et les mettre dans une autre période, c'est pas faisable, et c'est pas ça, en fait, qu'il faut faire. Pas qu'il faut faire, mais qui est plausible, en fait. Ouais. Et ça aide pas non plus, parce que du coup, ça donne cette illusion que le passé est genre juste un reflet du présent exactement pareil, tu vois. Enfin, c'est faux. Genre, 18e siècle, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment une période totalement différente. On n'arrive pas à appréhender, mais c'est vraiment un truc juste les concepts étaient différents, tout était différent. Et du coup, transposer quelque chose comme ça, pour moi, c'est un peu fallacieux, et c'est pas... Ça aide pas spécialement, en fait. Un texte à offrir? Tout aussi, toujours la même chose. Non, j'aime bien offrir les textes que j'aime vraiment beaucoup. Typiquement, là, à Noël, j'ai offert Amounette à ma mère, qui l'a beaucoup aimé, d'ailleurs. Du coup, sinon, quand tu m'avais envoyé le truc, j'avais réfléchi à autre chose, on va dire. Disons que les textes que j'aurais envie d'offrir, parce que j'ai envie que les gens les découvrent plus, ce serait... Ah oui, j'avais mis Zami de Audre Lorde, A Spelling of My Name, je crois, le truc entier, qui est l'autobiographie poétisée de Audre Lorde, qui est incroyable. Je sais pas si tu l'as lu ou pas. Non. Ah, shame on you. Et qui est vraiment, qui est incroyable, parce que c'est un texte qui fait plein de trucs en même temps. Genre, c'est à la fois de la poésie, parce que Audre Lorde est une poète incroyable, à la fois une autobiographie qui te raconte une vie qui est grave intéressante, parce que Audre Lorde est incroyable. Et en plus, c'est hyper politique, parce que la façon dont elle le montre et elle le met en avant, etc., ça a une portée qui te fait réfléchir sur ce que ça veut dire d'être typiquement une lesbienne noire aux États-Unis, dans les années 70, etc. Et du coup, c'est trop bien. Parce que, donc t'as tout, en fait. T'as la beauté littéraire, la portée politique et un texte facile à lire et qui s'apprécie facilement, en fait. Genre, c'est pas un truc de poésie où il faut que tu réfléchisses pendant 12 000 ans à la signification de chaque mot. Mais genre, vraiment, c'est prenant et c'est facile à lire et voilà, il faut le lire. Et sinon, j'avais pensé aussi à L'Art de perdre de Alice Zeniter. Tu l'as lu?
Je suis en train de le lire. Ah. T'en es où? J'en suis, alors, j'ai un peu dépassé le milieu et j'en suis, donc il y a 3 générations, c'est ça, donc d'immigration depuis la guerre d'Algérie, donc j'en suis à la génération du milieu. Le père? Donc le père Ali qui est arrivé, il est arrivé en France, mais là j'en suis à son fils Hamid qui commence à se rebeller un petit peu et en même temps il a un rapport un peu compliqué à la figure paternelle, mais j'en suis pas encore à la 3e génération. Mais j'ai un peu hâte d'arriver à la 3e génération. Elle s'appelle Naïma. Naïma, ouais. Bah oui, non, il est trop bien ce livre. Je me rends compte, j'avais pas pensé, je pensais que tout ce que j'allais suggérer c'était vraiment de la science-fiction. Mais en fait, il y a plein de trucs historiques aussi. Et genre juste sur la guerre, enfin, tous ces trucs sur la guerre d'Algérie, sur ce que ça voulait dire d'être un harki, sur juste le rôle horrible de la France dans tout ça et tout. Enfin, c'est vachement bien. Enfin, et pareil, c'est une. Enfin, pour moi, ce livre, c'est aussi une façon de se. Comment ça s'appelle ? De se renseigner, ludique entre guillemets. Enfin, pas ludique parce que c'est prenant et c'est bien fait et c'est. Et pareil, ça te fait poser d'autres questions que sur juste ce conflit-là, mais c'est vraiment. Enfin, Alice Zeniter, elle surgrave. Et ouais, et puis c'est cette danse entre toutes les générations aussi, c'est vachement bien. Enfin, cette réflexion sur le trauma intergénérationnel et tout, enfin bref. Donc ouais, lisez Alice Zeniter. Ouais, voilà, pareil, hein, c'est genre se politiser et réfléchir à des questions importantes tout en ayant une expérience de lecture réjouissante. Ouais, non, c'est vraiment ouais, c'est vraiment réjouissant, c'est vraiment le bon terme. C'est vraiment agréable à lire, quoi. Ouais. Donc c'est un beau cadeau. Même si agréable à lire, même si les sujets sont pas toujours très très léger. Il y a quand même, c'est quand même la guerre, donc voilà. Mais ouais. Oui, et cette façon d'essayer de comprendre le point de vue de chaque génération et un peu les paradoxes dans lesquels ils sont pris à chaque niveau c'est vraiment une fresque romanesque, donc sur au moins 3 générations. Et ouais, comprendre quel est le rapport de chacun à la France, à l'Algérie, donc des rapports qui peuvent être conflictuels, qui peuvent évoluer, qui peuvent être paradoxaux. Enfin voilà, on peut. C'est très intéressant. Non, surtout, je trouve qu'elle dépeint vachement bien le point de vue de chacun sans les juger. Ouais, c'est ça. Sans donner des jugements trop hâtifs ou quoi. Et oui, et en montrant vraiment toutes les conditions dans lesquelles ils étaient pour prendre les choix qu'ils ont pris. C'est ça, oui. Même si c'est pas forcément des choix. Enfin, tu sens parfois qu'elle est pas trop d'accord avec les choix qu'ils ont pu prendre, mais elle les juge pas forcément pour quand même. Enfin, bon, bref, c'est vachement bien. En fait, justement, c'est un peu le roman qui est une mise en situation et vraiment tu passes des centaines de pages avec les personnages pour vraiment comprendre leur position et justement ça complexifie un peu les choses et ce qui est intéressant aussi c'est que elle juge pas les personnages mais parfois les personnages se jugent entre eux et t'as le fils Hamid qui à un moment juge son père qui du coup a dû partir en 62 parce que c'était un harki, etc. Et justement il y a un moment dans son adolescence où il est un peu en rébellion contre lui et il est en mode mais voilà, pourquoi t'as collaboré avec la France, etc. Genre, pourquoi tu t'es pas rebellé? Enfin, tu vois, c'est le moment où il commence à lire Marx, etc. Donc, il est en mode, mais comment t'as pu te laisser faire et tout? Et justement, en ayant lu 200 pages avant sur la vie de son père, on comprend quelle était la situation et qu'à un moment, voilà, justement, c'est impossible de le résumer en 3 phrases comme ça, mais en vivant avec lui, on comprend mieux cette situation et les choix qui ont pu être faits à un moment donné. Non mais je suis d'accord, on plonge vachement bien dans toute la complexité des personnages et franchement il y a quand même peu d'auteuristes qui le font aussi bien je trouve, de vraiment nous dépeindre des personnages dans une complexité qui fait que on n'est pas, tu sais, il n'y a pas des héros et des méchants, c'est genre juste des gens et c'est des gens qu'on imagine facilement exister en fait et qui font des choix qui sont juste des choix en fait, qui sont pas des mauvais ou des bons choix en fait. Alors, un texte dans lequel tu aimerais vivre?
Haha. Un texte dans lequel j'aimerais vivre. Je pense que c'est un texte de mon enfance. Où une de mes autrices préférées, c'était Diana Wynne-Jones. Je sais pas si tu... son roman le plus connu, c'est Le Château de Hurle. Il a été adapté par Miyazaki, c'est Le Château ambulant. Ah, ok. Donc voilà. Et en gros, donc, elle a écrit plein de trucs. Et c'est de la fantaisie un peu... Enfin, c'est de la fantaisie un peu genre... whimsical, tu vois. Je sais pas, joyeuse, Ouais, non, c'est ouais, pas voilà. ça. Un peu... Enjouée. Ouais, genre légère, Ouais. enfin facile et fantaisiste et chill. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... en gros, elle passe pas son temps à mettre en place un monde avec des règles et tout. Enfin, ça n'a rien à voir avec Tolkien ou des trucs comme ça. C'est vraiment genre plus autour des personnages et autour de un peu l'univers, mais un univers qui peut être étendu par l'imagination de la personne qui lit sans problème. Donc c'est un peu ce que j'aime bien et je trouve ça extrêmement réconfortant. Et surtout, c'est trop bien, t'es dans ta petite bulle. Et, et le texte spécifique auquel je pensais, c'est A House of Many Ways, donc la maison aux plusieurs portes, je crois, en français. Je sais plus comment ça a été traduit. Et c'est un peu dans la trilogie de... Enfin, il y a une sorte de fausse trilogie avec Le Château de Hurle, justement, qui est le premier, entre guillemets, mais c'est juste qu'il y a des personnages qui reviennent. Sauf que ça n'a rien à voir. En gros, c'est dans une sorte de petite ville, dans un pays un peu nordique. Et l'héroïne, elle s'appelle Charmaine Baker, je crois. Et en fait, elle passe son temps à manger et à lire. Dans un univers un peu magique, tu vois. Et genre, juste, c'est trop bien parce que, genre, t'as des descriptions de nourriture qui sont incroyables, avec des trucs qui te donnent tellement envie de... Enfin, extrêmement magiques, qui fondent sous la bouche et tout. Et ça, avec, genre, juste... En fait, ce livre, c'est l'équivalent de lire au coin du feu avec un bon chocolat chaud, tu vois. Et t'es dans genre une sorte de petite bulle. Et bon, après, il lui arrive plein de trucs, genre elle découvre qu'elle fait de la magie, etc. Mais pareil, genre, sa façon d'avoir des pouvoirs magiques, elle est trop bien, genre, elle est extrêmement grognon. Et du coup, sa façon de faire de la magie, c'est qu'elle va elle va essayer de faire des sorts, mais genre juste, elle va dire qu'ils vont marcher, donc ils vont marcher, et elle a une sorte de no-nonsense vibe qui va faire que tout va fonctionner comme elle veut. Parce que, genre, justement, elle est dans ce truc hyper... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est extrêmement... Et du coup, je veux grave vivre dans ce monde-là, parce que c'est un monde un peu magique, où tout le monde, genre, a plus ou moins des pouvoirs, et en même temps, genre, tout le monde est, genre... quand t'as pas de pouvoir magique, bah, t'es, genre, pâtissier ou bibliothécaire, et c'est trop bien. Et les problèmes auxquels tu dois faire face, c'est des vrais problèmes, mais... T'as quand même une sorte de... T'as l'impression que tu sais qu'ils vont être résolus et que tu vas devoir combattre ce monstre ou quoi, mais en fait, tu sais que ça va fonctionner et les personnages ont aussi tendance, en fait, à chaque fois qu'ils sont confrontés à des problèmes, à faire « Ok, bah, c'est un problème », mais pas... c'est pas la fin du monde, quoi. Bref. Donc, voilà, donc c'est l'équivalent d'un bon plaid. Ouais, manger, lire, avoir des pouvoirs magiques. Ouais. Ouais. Ça a l'air bien. Bah ouais. Et en plus, parce qu'en fait, elle doit garder la maison de son oncle. Et c'est pour ça que ça s'appelle House of Many Ways. C'est parce que, elle fait un peu de l'exploration, mais il y a plein de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, et des tunnels et tout partout. Et bref, il y a toute une intrigue avec ça. Et t'as cette idée aussi de... Toujours de petites maisons au milieu des bois, tu vois, un peu magique où tu dois faire tout ça et, je sais pas, où tu vas commencer à explorer, tu vas trouver des trucs inattendus, genre, à un moment, il y a tout un truc avec des petites créatures qui sont une sorte de lutins qui gardent un butin, bref. Et du coup, elle explore et tout, et ouais, je sais pas.
C'est vraiment un monde... un monde réconfortant, en fait. Mais j'aimerais bien vivre dans un texte de Becky Chambers aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est lié, hein, de toute façon. Tout est lié. Bah oui, si franchement, tu fais ça en hiver, t'as envie d'être réconforté par des choses simples. Faudra qu'on refasse l'épisode en été, peut-être que tu me donneras des textes tout à fait différents. Mais ouais, là, c'est vrai qu'il y a un peu une ambiance plaide au coin du feu. Bah oui, il fait froid dehors, il pleut. T'as pas envie de partir dans des road trips incroyables. En plus, c'est pas possible, tu vois. T'es là genre, bon, bah on va rester chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait pour rester chez nous? Bah, on va explorer une maison magique en buvant du thé et en mangeant des pâtisseries qui sont plus ou moins magiques aussi. Ouais, voilà. Et du coup, tu disais le château ambulant, ça vient de là. Du coup, la maison, elle bouge ou pas forcément? Non, alors ça n'a rien à voir en fait. C'est juste que c'est les mêmes personnages du... Okay, enfin, en gros, il y a Sophie et Hurl qui sont dans ce... qui sont des personnages secondaires de ce livre-là. Ok, d'accord. Voilà. Mais pareil, enfin, genre, Château ambulant, c'est trop bien. Enfin, genre, Sophie, c'est une vieille femme qui fait de la magie parce qu'elle marmonne tout le temps et elle parle toute seule. Et du coup, tout ce qui est... Enfin, en parlant, elle fait devenir tout magique autour d'elle. Enfin, elle a une baguette magique parce qu'elle a grommelé pendant... Elle a grommelé pendant des jours et des jours sur sa canne. Du coup, sa canne a fini par devenir magique. Enfin, est-ce qu'il y a mieux que ça? Je pense pas. D'ailleurs, on le retrouve pas trop dans le truc de Miyazaki, c'est dommage. Je crois qu'elle grommelle un peu, mais ouais, c'est pas explicite que c'est ça qui rend tout magique. Ouais. Elle est vraiment, vraiment de gronchon pendant tout le livre, dans le livre original. Et je sais pas, moi j'aime trop les personnages comme ça qui sont genre juste... Il y a une identification Non, pas du tout. Non mais tu vois, genre Sophie, c'est la vieille dame que j'aimerais bien être quand je serai vieille. Genre qui fait partout. Et qui est un peu magique quand même. Ouais, voilà. Et qui est pas que ça, qui est pas genre juste qui grommelle, mais qui fait quand même des trucs magiques, qui a d'autres choses quoi. Enfin, je sais pas. Ta carte blanche, pour finir. Ma carte blanche, tous les livres du monde. Non mais en vrai quand tu y penses c'est pas facile de catégoriser des trucs, plus tu y penses plus tu te dis tout va dans toutes les catégories hein. Ouais. Mais ma carte blanche, je crois que je voulais parler de River Solomon qui est une auteurice pareil des États-Unis, queer aussi, et qui fait un peu partie de l'afrofuturisme dans la SF. Genre qui a un peu repris le flambeau de Octavia Butler et tout, tu vois. Qui pourrait être une autre carte blanche. Et du coup, cette personne a écrit 3 romans, je crois. J'en ai lu 2, qui sont tous les 2 très bien. Il y en a un qui s'appelle An Unkindness of Ghosts. Et en français, ça a été traduit par des fantômes. Je sais plus quoi des fantômes. Et en gros, c'est un roman un peu dystopique qui se passe sur un vaisseau spatial qui est parti de la Terre il y a des années et qui en fait est à la moitié à la recherche d'une planète sur laquelle reconstruire l'humanité et à moitié genre juste en train de faire survivre la dite humanité dans l'espace. Donc c'est vraiment un énorme truc. Et en gros, sur ce vaisseau spatial, c'est un peu les conditions de vie du sud des États-Unis avant la guerre civile, donc la société d'esclavage, etc. Et voilà, et donc le personnage principal, c'est une héroïne qui justement fait partie de ces esclaves et qui va devoir naviguer tout ça, et enfin bref, il y a plein d'autres choses, etc. C'est pas un roman très réjouissant, enfin... C'est vachement, enfin c'est très bien fait, c'est très intéressant et c'est vraiment ça recrée des conditions de vie qui peuvent poser question, mais c'est pas le truc que tu lis quand t'es déprimé pour le coup. Mais c'est vachement intéressant parce que enfin toujours pour revenir sur l'histoire, où franchement je pensais pas que je parlerais autant d'histoire, mais apparemment ça fait vraiment beaucoup partie de ma vie.
c'est ce truc, enfin ce que je trouve intéressant dans les romans de science-fiction, de trucs comme ça, c'est essayer de recréer des épisodes de l'histoire dans un potentiel futur, ou juste de mettre en valeur des choses qui se sont passées mais dans d'autres contextes pour comprendre en fait l'ampleur de ce que ça avait pu être ou des choses comme ça. Et du coup, le fait de ne pas avoir forcément un roman historique, mais de faire quelque chose d'autre qui te fasse quand même pas apprécier, parce que t'apprécies pas. Appréhender. Ouais, voilà, appréhender des conditions de vie qui ont pu exister en fait. Ouais. Et voilà, et c'est vraiment bien fait, et c'est bien écrit et tout. Et Yel a écrit aussi une nouvelle qui s'appelle The Deep, qui a été traduite par Les Abysses en français. Cette fois, je connais le titre en français. Et qui reprend un peu, qui reprend rien du tout d'ailleurs, qui reprend une chanson qui a été faite par 3 rappeurs qui font un peu des chansons expérimentales. Et qui, en fait, la chanson, elle part de l'interrogation: qu'est-ce qui se serait passé si les femmes esclaves dans le commerce triangulaire, qui avaient été jetées par-dessus bord parce qu'elles étaient enceintes, avaient accouché donc, en mourant dans la mer, et ces bébés seraient devenus des sirènes. Et du coup, donc ça c'est la chanson. Et la nouvelle reprend ce concept. Donc en fait, les personnages, c'est vraiment donc les sirènes qui sont les descendants de ces femmes esclaves qui ont été jetées par-dessus bord pendant le commerce triangulaire. Et c'est pareil, c'est trop bien. Et en gros, c'est vraiment beaucoup de réflexions sur le trauma intergénérationnel aussi. Parce qu'il y a tout ce truc de... le personnage principal, c'est l'historienne. Oh mon Dieu, ça revient partout. C'est l'historienne de ce peuple de sirènes qui est en fait la seule à se souvenir de tout le trauma de leur peuple, et qui, genre, chaque année doit le raconter à son peuple pour qu'il garde son identité. Mais juste après qu'elle le raconte, tout le peuple oublie. Et c'est elle qui porte en fait tout le poids de ces histoires traumatiques et horribles, parce que c'est une histoire qui est affreuse, des contacts avec les humains, et plus particulièrement avec les marchands d'esclaves blancs. Voilà. Et du coup, tout le truc, c'est autour de ce personnage qui va d'abord essayer de s'enfuir pour abandonner tout ce trauma. Après, elle va se rendre compte qu'en s'enfuyant, elle laisse son peuple aux proies de ce trauma, parce que c'est la seule en fait qui pourrait peut-être les guider pour appréhender ce que ça veut dire, tout ça. Et du coup, finalement, elle revient. Et voilà, et c'est vraiment bien écrit aussi. Et le concept est trop bien aussi, toujours un truc un peu fantastique, un peu science-fiction, etc., des sirènes descendantes d'esclaves, et qui doivent faire face à ça, et qui en plus contrôlent un peu les éléments, et donc font des tsunamis et tout. Enfin, tu comprends pas trop dans le livre, mais il y a un peu une implication de les sirènes se sont rebellés contre les humains, et ont noyé la moitié de l'humanité en faisant une sorte de catastrophe géante, parce que en gros les humains ont commencé à essayer de les chasser. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs dedans. C'est assez dense en fait pour une nouvelle quand j'y pense, mais voilà. Et c'est vachement bien aussi. Et elle en a écrit un nouveau qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai pas encore commencé, mais je l'ai acheté, et il est sur mon étagère en attendant d'être lu. Et c'est super intéressant, ce personnage de l'historienne qui dit un peu le trauma collectif, et quand elle s'en va, du coup tout le monde a un peu un problème avec ce trauma, et j'ai l'impression qu'on en est un petit peu là aujourd'hui. Est-ce que c'est une tâche soit de l'histoire, soit de la littérature de dire, et de peut-être analyser au sens de
de désagréger, de couper par petits bouts les traumas collectifs? Bah oui, je pense. Et pas forcément, enfin, pas que les désagréger, les couper par petits bous, mais aussi dire qu'ils existent. Les comprendre aussi, analyser, ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'on a aussi un problème, c'est qu'on a tendance à les ignorer ou à dire que tout va bien et... Enfin... On va pas parler de politique, mais... mais il y a quand même... Enfin, je pense que la situation dans laquelle on est, elle est aussi parce qu'on a un gros problème avec l'histoire aujourd'hui et qu'on n'a pas du tout fait une histoire de la colonisation, une histoire de toutes les guerres qu'on a faites qui puisse... Enfin, qui soit satisfaisante, entre guillemets, parce que on n'a pas du tout déconstruit le fait que la France était un pays colonisateur qui a fait du mal partout. Et à partir du moment où on continue à dire des choses comme c'était pas si mal la colonisation, ah c'est bon, on va pas en parler, c'était il y a longtemps, ça fonctionne pas en fait. Et du coup, oui, je pense que l'histoire et la littérature ont un rôle là-dedans. C'est pour ça qu'il faut lire Alice Zéniteur, c'est pour ça qu'il faut lire plein de choses. Mais oui, je pense que tant qu'on est dans le déni de tout ça et que... Enfin, on peut pas... Enfin, on va continuer à rester dans un pays qui est de plus en plus divisé et qui est de plus en plus à droite. Et que, ouais, il faut faire l'histoire de tout ça. Et même si on n'avait pas un beau rôle là-dedans, il faut l'accepter et accepter qu'on n'est pas forcément toujours les gentils. Voilà, quoi. Et accepter qu'on a eu un rôle... pas forcément bénéfique, voire totalement... totalement... je sais pas ce que c'est le contraire de maléfique, non, c'est peut-être pas maléfique. Néfaste. Ouais, plutôt néfaste. et réussir à le comprendre et à vivre avec et arrêter d'être dans le déni de ça, quoi. Enfin, je sais pas. Il me semble que, ouais, c'est un rôle, c'est un truc qu'on doit faire parce que sinon, après, t'as des gens qui viennent réécrire l'histoire. Et qui viennent raconter des trucs qui n'ont pas de sens, en plus, et qui sont faux. Pas nommé de nom, mais... C'est marrant parce que ce roman de Deep, il a aussi été choisi par Émilie Noteris dans l'épisode 7, qui n'est pas encore sorti à l'heure où on parle. Et je crois que je lui avais posé cette question de... justement, ce récit un peu légendaire et mythique. Est-ce que ça peut être une façon de mettre sur la table, peut-être de façon peut-être pas plus légère, mais plus marquante peut-être, ces questions-là sur la colonisation, sur la mémoire de la colonisation par rapport à des textes plus historiques, plus théoriques, faire des récits légendaires en fait. Je sais pas si elle a un sens cette question, je crois que j'ai l'impression que je l'ai très mal posée. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Utiliser peut-être un langage mythique, mythologique pour parler de ça. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de l'usage de ce langage légendaire? Moi, je pense que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir d'autres façons de réfléchir à ce genre de problème qu'une façon très académique ou une façon très politique qui va pas forcément parler à tout le monde, et que c'est potentiellement une façon de toucher plus de personnes, d'avoir un récit qui soit fantastique, légendaire, etc. Et que, ouais, oui. Ça permet aussi de... Parfois, transposer des questions dans une réalité très différente, ça permet d'être plus proche de ces questions, paradoxalement, je trouve. Quand tu es dans un truc qui n'a rien à voir, parfois tu vas avoir plus d'empathie avec les personnages, ou tu vas plus te rendre compte du problème que quand tu es dans une réalité que tu connais autour de toi. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que parfois ça va mettre plus en avant les concepts qui auraient été invisibilisés d'une autre façon. Voilà. Mais elle en a parlé dans quelle catégorie? Je me demande si c'était pas un texte qui provoque la réflexion, mais je suis plus certain de ça. Mais après, ouais, et puis
pour le coup, je pense que c'est un texte qui est plus à destination des personnes racisées qui vont plus être avec ce trauma intergénérationnel qu'à destination des blancs pour comment est-ce que tu gères le fait que tes ancêtres ont participé à la colonisation et que surtout ton pays y a participé et ne veut pas le reconnaître, ou le reconnaît d'une façon qui n'est pas assez forte pour avoir des effets sur les descendants et des colons et des colonisés. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas exactement le même point de vue que ce dont on parlait tout à l'heure, quoi. Mais ça a peut-être ce pouvoir de créer des mythes, quelque chose comme ça. Oui, non, mais je pense que c'est ce truc de créer des mythes, et je crois que c'est aussi des choses sur lesquelles il y a des militants qui réfléchissent aussi là-dessus, de comment est-ce que tu utilises d'autres façons de raconter des trucs pour penser des choses qui sont difficiles à penser en général, en fait. Et du coup, créer des mythes, créer des chansons, de la poésie, tout ce que tu veux, enfin, des récits qui sont pas forcément des récits très historiques ou quoi que ce soit, bah, ça peut aider et ça peut te plonger dans une chose qui va être plus proche de la réalité pour toi que d'autres choses. Je sais pas. On est plus proche de la réalité parfois avec des mythes qu'avec des écrits très théoriques ou très historiques. Je pense, ouais. Surtout qu'il y a des gens qui ont... Enfin, tu peux avoir aussi tendance à écrire des choses très théoriques, très historiques, très politiques, très tout ce que tu veux, et penser que ça va être universel et que tout le monde va le comprendre. Et en fait, non. Enfin, même la façon dont tu vas utiliser le langage, etc., ça va parler à moins de gens. Et le format, en vrai, enfin, s'interroger sur le format et l'accessibilité, c'est pas mal aussi, je sais pas. Ok, on peut terminer là-dessus. Merci Anouk. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère qu'on va entendre quelque chose. J'espère. Non, je pense que ça va. On va voir. Et c'était grave cool de parler de tout ça, de tous mes livres préférés. Et j'espère que ça t'a donné envie d'en lire. Ouais, grave, là, ça m'a grave donné envie en plus. Ouais. Alors que je raccompagnais Anouk à son métro, elle m'a montré un autre texte, un poème qu'elle aime bien et qui entre en résonance avec certaines des choses dont on a parlé aujourd'hui. J'ai donc demandé à ma pote Eran de le lire, et c'est un petit bonus que vous pouvez retrouver à la fin du générique. A Psalm for the Wild Built de Becky Chambers a été publié chez Tor.com en 2021. Daylight, une chanson écrite et interprétée par Taylor Swift, est extraite de son album Lover, paru en 2019 sous le label Republic Records. This Is How You Lose the Time War d'Amal El Mota et Max Gladstone est paru en 2019 chez Simon & Schuster. Queer Zone, la trilogie de Sam Boursier est paru en 2018 chez Amsterdam. Skin, Talking About Sex, Class and Literature de Dorothy Allison est paru en 1994 chez Firebrand Books et est notamment disponible dans une traduction française de Nicolas Milon et Camille Olivier aux éditions Cambourakis. Hamnet, A Novel of the Plague de Maggie O'Farrell, paru chez Knopf Doubleday en 2020, est également disponible chez Belfond dans une traduction de Sarah Tardy. Zami, A New Spelling of My Name d'Audrey Lorde est paru en 1982 chez Persephone Press. Une version française est également parue aux éditions Mama Mélis. L'Art de perdre d'Alice Zéniter est paru en 2017 chez Flammarion. House of Many Ways de Diana Wynne-Jones, paru en 2008 chez Various, est également disponible chez Inis dans une traduction française d'Alex Nikolavitch sous le titre La Maison aux 1000 détours. An Unkindness of Ghosts de Rivers Solomon, publié en 2017 chez Akashic Books, est également disponible aux Forges de Vulcain dans une traduction de Francis Guévremont sous le titre L'incivilité des fantômes. The Deep, également de Rivers Solomon, paru en 2019 chez Saga, et lui aussi disponible aux Forges de Vulcain, encore dans une traduction de Francis Guévremont sous le titre Les Abysses. Leisure est un poème de William H. Davis, extrait de son recueil Songs of Joy and Others, paru en 1911 chez A.C. Fields. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le Serre, et dont la musique est empruntée à John H. Loverkind. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, et je vous laisse avec la voix d'Eran qui nous lit Leisure de William H. Davis. Merci Eran. What is this life?
if full of care, we have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see, when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see, in broad daylight, streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet, how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare.